invité ce soir. Tammy Cabage est avec nous à présent. Il est trader, il est professeur agrégé d'économie également et auteur de nombreux ouvrages sur, je ne sais pas comment on appelle ça, l'art du trading. Alors il y a deux ouvrages, un sur la psychologie, un sur l'art du trading. L'art du trading. Merci d'être avec nous parce qu'on a vraiment 1000 questions à vous poser sur cet univers étrange dont on se demandait à l'instant si vous étiez tous des surdoués de la finance ou des joueurs inconscients. D'abord, Jérôme Kerviel, il affirme qu'il a agi tout seul, que d'autres ont agi de la même manière, d'une certaine façon, et que finalement la Société Générale tolérait ce genre de prise de risque. C'est possible, vraiment? Écoutez, je ne vais pas parler au nom de la Société Générale. Mais dans les banques, on tolère ça? On ne tolère pas ça. C'est-à-dire que le trading, le trader, pour compte propre, investit les fonds de la banque. Ces fonds propres de la banque, finalement, sont les fonds des actionnaires. Donc, on ne va pas effectivement permettre à des traders d'être des parieurs, des joueurs. Donc, il y a quand même un contrôle des risques extrêmement important. Et donc, on ne tolère pas ça. Maintenant, effectivement, il y a des personnes qui passent à travers les mailles du filet et qui peuvent effectivement prendre des risques assez importants. Ça, c'est le cas de Jérôme Kerviel. Vous le croyez, lui, quand il dit à tout le monde qu'il était tout seul, alors que la plupart des experts disent non, c'est pas possible. 50 milliards d'euros, jouer avec ça, c'est pas possible de le faire tout seul. Écoutez, moi, mon opinion, c'est que ce n'est pas impossible. Jérôme Kerviel avait tout intérêt à ne pas divulguer l'information, à la garder pour lui-même, parce que supposons qu'il ait effectivement dévoilé à ses collègues cette information, ils auraient été obligés finalement de le dénoncer. J'aurais été le collègue de Kerviel. Si j'avais connaissance de prise de position aussi importante, je pense que la logique même aurait été de dire bon, stop, il y a un problème. Et là, il avait tout intérêt à rester discret. Et c'est un petit peu là le risque, c'est comment il s'est mis finalement à opérer de manière assez frénétique. Alors vous êtes en train de nous dire qu'il est devenu fou? Il n'est pas devenu fou. À un moment donné, quand même. Pour aller aussi loin, aussi haut, 50 milliards, tous les actifs de la banque. Encore une fois, moi je vais me baser sur les derniers travaux, les travaux de finance comportementale. Ils montrent la chose suivante. Ils montrent qu'une personne en situation d'incertitude, comme le sont les marchés, c'est-à-dire les mouvements sur les marchés boursiers sont quand même aléatoires. Ils ne sont pas prévisibles à 100%. Donc en situation d'incertitude, nous ne prenons pas de position ou de décision rationnelle. Ce qui fait qu'une personne qui est en train de perdre de l'argent, par exemple sur les marchés financiers, au lieu de couper sa perte, d'accepter finalement, d'assumer la perte et de sortir de sa position, va se rentrer dans un mode espoir, se mettre à prendre de plus en plus de risques, moyenner à la baisse, c'est-à-dire renforcer sa position, et finalement on arrive à une situation catastrophique, c'est-à-dire il rentre dans un état de folie peut-être, de manière inconsciente. Tammy, ça c'est exactement le même processus que le joueur au casino, qui perd, et plutôt que de retirer sa mise et se dire ce soir j'ai perdu, il en met un petit peu plus en se disant je vais me refaire. Jusqu'à ce que le patron du casino lui tape sur l'épaule et lui dise arrêtez là. Mais là, il n'y a pas eu ça. Tout à fait. Sauf que voilà, le problème, c'est que le patron du casino n'était pas là. On ne lui a pas dit d'arrêter et il a continué. Mais on a bien une similitude entre les jeux de hasard, le casino, poker, etc., et le trading. C'est des activités où le hasard a un rôle important, où l'incertitude est grande et où finalement les gens sont dominés par leurs biais psychologiques, de deux types. Des biais émotionnels, des biais cognitifs. C'est-à-dire qu'un individu, il est dominé par ses émotions lorsqu'il prend des décisions, mais également par ses connaissances. C'est-à-dire qu'il va se baser sur une information et il va en faire une généralité. Il y a un côté raisonné, un côté irraisonné. Juste un mot sur ce qu'il a déclaré aujourd'hui au procureur de la République. Il a dit, quand il a évoqué ses motivations, que c'était pas pour son profit personnel, mais c'était pas pour spolier la banque, mais c'était pour montrer à ses employeurs, à la Société Générale, que c'était un grand trader. Et en fait, c'est un côté, j'allais dire, presque touchant, mais de vouloir prouver à tout prix que ce jeune homme de 31 ans, qui n'avait pas de bagage particulier en niveau études, pouvait faire de grandes choses. Enfin, il avait quand même un DESS, mais c'est vrai que ça faisait pas le figure face aux polytechniciens. Et également, il avait cette envie de prouver aux autres sa valeur. Et c'est un trait de caractère qui touche de nombreux traders
sur les marchés. Il faut savoir que l'ego, l'excès de confiance, touche de nombreux traders et il y a des expériences qui ont été menées par des chercheurs américains, notamment Terence Odéan, Barber, qui ont montré que finalement même les petits investisseurs étaient victimes de cet excès de confiance. Ils ont réalisé plusieurs expériences, bon, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais où ils montrent qu'un individu finalement ne va pas se baser sur sa raison, mais sur, il pense qu'il dispose de toutes les qualités pour prendre des décisions. Mais vous avez été trader, vous avez arrêté, et je ne trahis pas de secret, mais juste avant qu'on démarre ce débat, vous nous avez dit, je vais peut-être rebasculer, je vais repiquer au jeu d'une certaine manière. Qu'est-ce qui vous pousse à y retourner? C'est pas une addiction, le trading. Encore une fois, c'est une activité, c'est-à-dire qu'on investit, on essaie de réaliser une performance, une rentabilité. Donc c'est tout sauf une addiction. Maintenant, effectivement, le problème sur les marchés, c'est qu'effectivement, on peut tomber dans le piège de ces émotions, et là, ça risque de devenir une addiction comme les jeux. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à y retourner? Moi, l'amour de ce métier, c'est-à-dire que c'est un métier ludique, c'est un métier où on apprend énormément de choses, c'est un métier où on apprend à lire la psychologie des individus, donc c'est un métier passionnant. Là, vous nous parlez du poker. Non, voilà. Mais alors, on lit la psychologie de l'adversaire. C'est comme le métier de journaliste. Je pense que vous rencontrez énormément de gens. Vous avez effectivement face à vous des interlocuteurs différents qui vont vous livrer des histoires. Je pense que dans chaque métier, il y a de belles choses et à chacun de trouver sa voie. Donc pour moi, c'est essentiellement un métier que j'aime bien et c'est même une passion. Et Tammy Cabage, est-ce que les gens qui, comme vous, font du trading, est-ce que ces traders-là ont encore les pieds sur terre? Parce qu'ils brassent d'abord des milliards d'euros, ils touchent parfois des primes, des bonus à la fin d'année qui dépassent l'entendement, parfois quelques millions d'euros. Un expert, un économiste, Bernard Maris, déclarait aujourd'hui dans Libération, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font, ils vivent dans une bulle, ils sont bercés par l'illusion de l'argent facile. Vous êtes d'accord avec ça? Pas du tout. Pour une raison simple, c'est que les meilleurs traders, c'est-à-dire les personnes qui durent, ont une certaine distance par rapport à l'argent. C'est-à-dire que les personnes qui tombent dans le piège de l'argent facile, qui tombent dans le piège de je veux gagner à tout prix, vont perdre tôt ou tard. Donc les meilleurs traders, effectivement, il y a des gains qui peuvent être colossaux. Il y a des montants qui peuvent être gagnés qui sont assez énormes. Mais les traders, c'est-à-dire par exemple les meilleurs gérants de hedge funds de la planète peuvent gagner 1 milliard d'euros. Hein, 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Des gens comme Bruce Kovner dans leur poche. Dans leur poche. Alors on parle encore une fois, c'est des personnes qui ont créé leur propre hedge fund. Oui, d'accord. En une année. Non, mais c'est un petit peu. Non, mais parlons des traders comme vous et vos amis, pas. Oui. Alors et quand on parle par exemple des traders qui opèrent en salle de marché, alors là, voilà, encore une fois, ça dépend. Ça peut ne pas ça peut être quelques centaines de milliers d'euros pour les personnes qui ont réalisé de bonnes années dans des conjonctures, dans des conditions de marché favorables. Par exemple, je suis sur les matières premières, le pétrole monte, donc je peux réaliser des plus-values correctes. Ça fait tourner la tête quand même un peu. Bien sûr. Merci Tammy Cabage. On rappelle quand même que vous êtes d'abord directeur de collection aux éditions Erol et que vous avez notamment publié un livre sur la psychologie des grands traders et que vous avez un blog qu'on va voir, qui s'affiche sur l'écran. www.tammycabage.com. On peut discuter avec vous pour suivre jusqu'au bout de la nuit. Merci parce que c'est passionnant, effectivement. Merci voilà la psychologie des grands traders. Restez bien avec nous.